La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité romaine. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Les deux axes principaux, l'ancienne Via Praetoria, qui va de la porte de Calais à la porte des Degrés, et l'ancienne Via Principalis, qui va de la porte Gaillol à la porte des Dunes, se coupaient perpendiculairement au niveau de la place Godefroy-de-Bouillon, qui occupe l'emplacement dans la grande cour, au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire romain. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Hurepel, fils du roi Philippe Auguste et oncle du futur Saint-Louis, fait construire des remparts sur les restes des murailles construites pendant la période romaine. La hauteur moyenne des remparts de Boulogne est de 17 mètres et la circonférence est de 1360 mètres. Au Moyen-Âge, la ville de Boulogne était surnommée Haute-Murée. Les fortifications de la Haute-Ville étaient 2 fois plus importantes que celles actuelles. Les 4 portes de la Haute-Ville, dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité, permettent l'accès au chemin de ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom et leur salle d'armes souterraine. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des 4 portes divise la Haute-Ville de Boulogne en 4 quartiers. Le quartier de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et de Notre-Dame. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la basse ville de Boulogne, ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville, sont détruits sur ordre de Louis XIV. Entrons maintenant dans la rue Saint-Jean. Elle débute place de la Résistance et mène à l'enclos de l'évêché. La rue Saint-Jean s'est appelée rue Saint-Jehan, puis la rue du Chef Saint-Jean ou du Petit Saint-Jean selon les époques. Le Chef Saint-Jean fait référence à la décapitation de Saint Jean-Baptiste, dont la tête n'avait pas été enterrée. La rue Saint-Jean se nomme ainsi de par la présence de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui se situait en haut de la rue Saint-Jean près du rempart, non loin de l'actuelle tour Saint-Jean. Cette chapelle fut le baptistère primitif de Boulogne depuis le 7e ou 8e siècle, situé non loin de la cathédrale de Boulogne. Le baptistère est le lieu où l'on administre le baptême chrétien, en se plongeant entièrement dans l'eau. Au Xe siècle, en 917, les très nombreuses reliques présentes à Boulogne, dont une partie de l'éponge, dont Saint Jean-Baptiste se servait pour baptiser, sont translatées par Arnoux II, comte de Flandre et de Boulogne, dans sa ville de Gand, dans l'actuelle Belgique. En 1129, l'évêque des Morins, Jean de Warneton, dont le siège est à Thérouanne, reconnaît le droit paroissial de l'église Notre-Dame sur les 4 chapelles de Boulogne, la chapelle Saint-Jean-Baptiste, Saint-Martin, la chapelle des Lépreux et la chapelle de Saint-Pierre du Nouveau-Bourg, qui était en Basse-Ville. En 1415, Race de Séningan, un des échevins de Boulogne, habite rue Saint-Jean. En 1478, sur la place du marché aux grains se trouve la Sénéchaussée, le lieu de la justice royale. En 1492, Jehan de Coupe, échevin de Boulogne, habite rue Saint-Jean. En 1522, une tour est construite sur pilotis pour défendre le nord de la ville fortifiée. C'est après la réunion du camp du Drador en 1520, sur ordre de François Ier, que les fortifications de Boulogne ont été renforcées avec double muraille et bastions d'angle pour résister aux puissants canons des Anglais. Du côté de la tour Saint-Jean, il y avait une terrasse, que l'on appelle un cavalier, qui permettait d'y installer une batterie de canons. En août 1544, les Anglais attaquent Boulogne. La grosse tour fortifiée devant l'actuelle tour Notre-Dame s'appelait alors la tour Saint-Jean. Le 13 septembre 1544, après 60 jours de siège, le gouverneur militaire de Boulogne, Jacques de Coucy de Vervins, offre la reddition de la ville. La ville de Boulogne ne sera rendue à la France qu'en 1550. L'occupant anglais a pillé les reliques, les vases, les tableaux de la cathédrale et les maisons des Boulonnais. Les grandes orgues sont transférées dans la cathédrale de Canterbury. Les portes de la ville sont démontées et offertes à un général anglais. Toutes les archives de la ville sont détruites. Le traître, Jacques de Coucy, sera décapité et son corps sera démembré et envoyé aux 4 coins du pays boulonnais. Il reste encore un boulet de canon anglais dans la muraille de Boulogne. En 1567, un évêché est établi à Boulogne. La collégiale Notre-Dame de Boulogne n'est plus affiliée à la congrégation d'Arrouez. Quelques années plus tard, l'établissement de la chapelle de l'évêché fait disparaître la chapelle Saint-Jean. Il restait alors un grand espace entre le jardin de l'abbaye et le rempart. En 1567, l'escole de la chapelle Saint-Jean est située dans l'ancienne cathédrale de Boulogne et sert d'école pour l'enseignement du latin. En 1689, Louis XIV décide de détruire la plupart des fortifications qui entourent la haute et la basse ville de Boulogne, pour éviter que d'éventuels ennemis prenant Boulogne ne puissent résister autant que les Anglais l'avaient fait entre 1544 et 1550. Le 13 avril 1689, la tour Saint-Jean est détruite par une mine. Des précautions sont prises pour protéger la cathédrale de la déflagration. Ensuite, les portes de la Haute-Ville et les ouvrages avancés subissent le même sort. La tour Françoise, qui était si grande et spacieuse qu'on pouvait y faire tenir une batterie de canons, est elle aussi détruite par une mine. Elle avait approximativement 40 mètres de diamètre. Lors de l'explosion, plusieurs mineurs furent ensevelis. Après la Révolution française, le 3 décembre 1792,
la rue Saint-Jean devient momentanément la rue de la Concorde. Le 4 mai 1822, elle reprend officiellement le nom de rue Saint-Jean. La première tour à l'ouest de la tour Notre-Dame prend le nom de tour Saint-Jean. Elle est située près de l'emplacement de l'ancienne chapelle Saint-Jean-Baptiste. En 1826, on retrouve la trace de la quatrième des 5 fontaines de la Haute-Ville, en haut de la rue Saint-Jean, près de l'enclos de l'évêché. En 1852, la construction du palais de justice, qui remplace l'ancienne sénéchaussée du Boulonnais, montre que le sol primitif repose sur un fond de coquillage. Le chanoine Aigneret, secrétaire de la Société académique de Boulogne et archiviste de la ville de Boulogne, constate la découverte de nombreux vestiges romains et médiévaux. Le 20 février 1883, la rue Saint-Jean est dénommée rue Jean de Pouc, en mémoire d'un héros boulonnais lors du siège de Boulogne par les Anglais en 1544. Mais cette dénomination disparaît rapidement, car dans l'esprit des Boulonnais, elle reste la rue Saint-Jean. La rue Saint-Jean a été régulièrement l'objet de travaux d'embellissement. En 1999, l'éclairage est rénové, et en 2005, le pavage est refait. Entrons dans la rue Saint-Jean. Du côté impair, les maisons ont conservé leur numérotation depuis le XIXe siècle. Du numéro 1 au numéro 13, les bâtiments sont des locaux du palais de justice de Boulogne depuis la fin des années 70. Au XIXe siècle, on apercevait les maisons 1 à 3 de la place du marché au grain. Le numéro 1 était habité par Maître Lardeur, avocat à Boulogne. En 1826, le numéro 3 était habité par l'abbé Delattre, vicaire de Saint-Joseph des Annonciades. Entre 1837 et 1864, le numéro 3 était habité par madame Julie Delporte de Jourville et son époux, Pierre-Nicolas Maurice du Tertre, avocat, commissaire-priseur et deuxième adjoint au maire de Boulogne, Alexandre Adam. Pierre-Nicolas du Tertre était aussi administrateur du musée de Boulogne et responsable de la minéralogie au comité du musée. En 1846, son fils est avocat. Dans la grande maison voisine, située au numéro 5, plusieurs personnes logèrent au XIXe siècle. En 1826, habitait Monsieur Lemâtre, marchand de bois en gros. Entre 1837 et 1855, il y avait un pensionnat pour demoiselles, tenu par une Anglaise, mademoiselle Grant. En 1846, y habitait Monsieur de Caudaven, président du tribunal de première instance de Boulogne. Le numéro 5 abrita également l'illustre poète écossais Thomas Campbell. Thomas Campbell est né à Glasgow en 1777. Il est le cadet d'une famille de 11 enfants. À 21 ans, il publie son poème « Plaisir de l'espérance ». Il contribua à la fondation de l'Université de Londres et fut élu recteur de l'Université de Glasgow. De santé fragile, Thomas Campbell arrive à Boulogne au 5 de la rue Saint-Jean en juillet 1843. Il possède une bibliothèque très importante et est accompagné de sa nièce, dont il a fait sa fille adoptive. À Boulogne, il écrit à propos de la mer « Combien préférable aux murmures du monde me paraissent les tiens. Bien que tu sois comme le monde entier sans cesse bouleversé, ton tumulte est ma paix, ton agitation mon repos. » Des remparts de Boulogne, il contemple au loin la mer et parfois les falaises de Douvres. Mais Campbell ne profite pas longtemps de son calme séjour boulonnais. Il meurt le 15 juin 1844. Son corps est rapatrié en Angleterre et sa bibliothèque le suit. Après des funérailles dignes d'un prince, Thomas Campbell est enterré à l'abbaye de Westminster, à Londres, dans le coin des poètes, aux côtés de William Shakespeare. À Boulogne, les résidents anglais, le consul William Hamilton et le docteur William Beatty, ami et biographe de Thomas Campbell, décident d'apposer une plaque commémorative. Cette tablette de marbre noir, gravée de lettres d'or, est placée à l'intérieur de la maison, au-dessus de la porte de la chambre où ce grand écrivain anglais est mort à 67 ans. Par la suite, un locataire s'étant plaint de la présence de cette épitaphe funèbre, le propriétaire s'en débarrassa vers 1870. Elle aboutit en juillet 1899 chez le vice-consul britannique, M. Farmer, qui l'a remis au musée municipal de Boulogne, où elle s'y trouve peut-être encore. En 1899, la ville de Boulogne décide d'apposer une nouvelle plaque commémorative sur la façade de la maison. Écrite en français et en anglais, elle est inaugurée le 21 septembre 1899. Lors des travaux d'extension des locaux du palais de justice, les façades des très jolies maisons du XVIIIe siècle, qui auraient dû être préservées, s'effondrèrent. La maison située numéro 5, et dont un ancrage sur la façade portait la date 1721, fut entièrement détruite en 1980. Ce fut aussi le cas de la maison du numéro 7 et de celle du numéro 9. Celle du numéro 11 fut la maison de Robert de Parenty, mailleur de Boulogne, et de ses descendants. La pierre qui se trouvait au-dessus de la façade sur cour doit se trouver dans la salle basse du beffroi de Boulogne. Celle du numéro 13 datait de 1793. La destruction des maisons numéro 1 à 13 a permis de mettre au jour, sous les maisons du XVIIIe siècle, les vestiges du camp militaire édifié par Rome pendant les 3 premiers siècles de notre ère.
Les archéologues ont pu creuser jusque 6 mètres de profondeur. En juillet 1978, sur plus de 60 mètres de longueur, ils ont découvert une portion de muraille, épaisse d'environ 1,80 m, et qui comprenait une tour quadrangulaire interne de 4,60 m sur 2,50 m. Son élévation atteignait près de 3 mètres. On en a conservé la tour, aujourd'hui abritée à l'intérieur du parking souterrain du palais de justice. Furent également découverts sur ce site des vestiges de la Via Sagularis, la voie large de 4 mètres, faisant le tour du camp romain le long de la muraille. Des monuments à hypocauste, un système de chauffage par le sol, et des pavages en mosaïque. Un denier fourré de Titus, datant de 75 après Jésus-Christ, y a été trouvé. Les façades ont été reconstruites à l'identique, mais il ne s'agit désormais que de copies. Les maisons des numéros 15 à 23 ont elles aussi été reconstruites ou transformées à cette époque-là. On peut observer certaines des cours intérieures à partir des remparts. Au numéro 15 ont habité des avocats, des notaires et un juge de paix, Monsieur Ami. Au XIXe siècle, le vicomte de Galmois, un Irlandais, habitait au numéro 17, et Monsieur de Rosny y habitait avant la Seconde Guerre mondiale. On continue notre progression en passant devant les numéros 19 et 21. Au numéro 23, un centre d'hébergement d'urgence pour SDF fut aménagé pendant quelques hivers dans l'ex-école Saint-Jean, avant de céder la place en 1999 à une résidence comprenant 18 logements. Au numéro 25, en 1837, habitait François Morand, avocat et juge. Il a publié en 1839 l'année historique de Boulogne-sur-Mer. À partir du numéro 25, on retrouve une maison datant du XIXe siècle ou d'un peu avant. Aux fenêtres, on remarque les crochets qui servaient à hisser les charges lourdes ou trop encombrantes pour passer par les escaliers étroits. Au numéro 27 se trouve une ancienne maison datant probablement du XVIIIe siècle. Au numéro 29 se trouve une ancienne maison qui semble malheureusement en mauvais état et qui appartenait avant la Seconde Guerre mondiale à la famille du docteur Gros. Le docteur Henri Gros est célèbre pour ses gravures sur bois de paysages du Boulonnais. Nous arrivons maintenant au numéro 31, à la mieux conservée des plus anciennes demeures de la rue Saint-Jean, l'hôtel Vaillant du Châtelet. Cette maison fut construite en 1731 par l'entrepreneur Chicot pour Louis-Marc-Antoine Vaillant du Châtelet, né en 1724, conseiller du roi, lieutenant particulier de la sénéchaussée de Boulogne en 1753, lieutenant particulier au bailliage de Boulogne, seigneur du Châtelet, de Berne et Écault. Antoine Vaillant du Châtelet est décédé le 4 juin 1769, à l'âge de 76 ans, au château de l'Espagnerie à 8000. L'hôtel Vaillant du Châtelet est une demeure bourgeoise au style austère. Elle est construite en pierre de Benctin et régulièrement percée de baies cintrées aux encadrements lisses en calcaire oolithique de marquise. Le portail est décentré, avec un arc en segment fortement bombé et archivolte retourné. La porte cochère a conservé ses vantaux en chêne richement décorés d'éléments sculptés et un heurtoir de fer forgé. Elle s'ouvre sur un large hall. Les décors sont symétriques. Dans la partie supérieure, 2 mascarons représentent Hercule, coiffé de la peau du lion de Némée. Sur le bandeau médian, on peut voir 2 têtes grimaçantes. En 1826, habitait dans cette maison un conseiller municipal, M. Lemâtre, et avant la Seconde Guerre mondiale, un industriel, M. Deveau. Entre le 31 et le 33 de la rue Saint-Jean se trouve un escalier qui permet d'accéder au rempart aux heures ouvrables.
À ce niveau, à l'intérieur des remparts, entre la tour des Prés, la tour Saint-Jean et la tour Notre-Dame, se trouve un abri bétonné, construit pendant la Première Guerre mondiale. Il mesure 100 mètres de long, 1,90 m de haut et 1 mètre de large. Sur la dernière maison, du côté impair, une plaque à la mémoire des officiers du camp de Boulogne a été dévoilée en mars 2010 par l'Association des Amis du Patrimoine napoléonien. C'est probablement à proximité que se trouvait la fameuse chapelle Saint-Jean-Baptiste qui a donné son nom à la rue Saint-Jean. Cette chapelle fut le baptistère primitif de Boulogne depuis probablement le 7e ou 8e siècle. Selon les historiens de Boulogne, la chapelle située non loin de la cathédrale de Boulogne était de forme octogonale. Sur une vue dessinée en 1611, on voit sa tour qui dépasse le toit des maisons environnantes. Elle était située non loin de l'angle entre la rue de Précy et la rue Saint-Jean, à proximité d'un manoir dit du Grand Chine. Elle se nomme Saint-Jean-Baptiste l'Escole, car elle servait également à l'enseignement des catéchumènes avant le baptême. La chapelle Saint-Jean était voûtée et avait des fonts baptismaux. Saint-Jean-Baptiste était le baptistère où les catéchumènes recevaient le baptême, dans une piscine octogonale, la nuit de Pâques. Près de l'autel se trouvait une statue en pierre d'un abbé à genoux. La chapelle est peu à peu délaissée au profit de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne, et elle disparaît totalement au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, un petit château d'eau s'y trouvait encore, grâce à la source et à la conduite d'eau indispensable à l'établissement du baptistère. L'historien Camille Anlard assure qu'une source canalisée y aboutissait et qu'une aire cimentée prouvait l'existence du baptême par immersion. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on y trouvait une des 5 fontaines de la Haute-Ville. L'eau de cette fontaine provenait comme les autres des sources de la ferme de Borpère. Arpentons maintenant le côté père de la rue Saint-Jean. La numérotation a un peu changé au XXe siècle. Le numéro 2 est la maison de l'angle de la rue Saint-Jean et de la place de la Résistance. Au XVe siècle, au coin du marché au grain et de la rue Saint-Jean, se trouvaient les Halles, un édifice assez grand, bâti à 2 étages, qui sera délaissé au XVIIIe siècle. En mai 1852, au moment de la construction du palais de justice, on construit à cet endroit une maison avec une devanture en bois et des baies surmontées d'une corniche reposant sur modillons. Cette maison, située au coin de la rue Saint-Jean, fut pendant longtemps un café. La maison suivante permet d'entrer dans l'endroit historique le plus intéressant de la rue Saint-Jean. Actuellement, on y trouve une maison construite en 1911 qui regroupe les numéros 4 et 6. Avant cette date, les numéros étaient 2 bis et 2 ter. Du XVIe au XIXe siècle, de nombreux notaires et avocats ont habité au numéro 4 de la rue Saint-Jean. Le plus célèbre d'entre eux est issu d'une des familles les plus renommées de Boulogne, Pierre-Daniel du Tertre, qui était avocat en Parlement et au présidial de Boulogne. Par le portail, on pouvait accéder à l'hôtel particulier des barons de Courcé, aujourd'hui en pleine restauration. En 1728, la baronnie de Courcé avait été rachetée au de la Pasture par Georges Dumont, qui portait comme blason d'azur au chevron d'or, accompagné de 3 serres d'aigle de même. Le 16 septembre 1746, né à Boulogne, Georges-Louis-Marie Houdard Dumont. Il est le fils de Georges Dumont de Courcé, maître des eaux et forêts en Boulonnais, et de Louise Houbronne d'Ovringan. En 1784, le baron de Courcé crée le célèbre jardin botanique dans le parc du château de Courcé. Ce jardin contenait des plantes de toutes les espèces et des arbres de toutes les essences. En 1789, Dumont de Courcé est chassé de chez lui. Sous la Terreur, en 1793, le botaniste Dumont de Courcé est relâché de prison en raison des services rendus à la science. Il est commis d'office à la surveillance et à l'entretien de son propre jardin. En 1796, son jardin contenait 3600 espèces vivaces. Ses recherches portèrent principalement sur l'adaptation au climat et au sol du Haut-Boulonnais des plantes étrangères. Dumont de Courcé fut correspondant de l'Institut. Il est l'auteur des Mémoires sur l'agriculture du Boulonnais en 1784 et du Botaniste cultivateur en 1814. Il meurt à Courcé le 3 juin 1824. De son jardin, il ne reste rien, ou presque. Alors ici, on se trouve devant la maison construite par la famille Dumont de Courcé en 1760. C'est donc une maison du XVIIIe siècle. Cette partie était ouverte à l'origine et a été fermée ultérieurement par les propriétaires successifs. Et cette maison est entrée dans la famille du Tertre en 1795, probablement comme bien national, acquis par Pierre-Daniel du Tertre, notaire, qui était, en 1795, n'était pas encore notaire. Son père, Pierre du Tertre, était notaire rue de la Providence, derrière cet immeuble, et
Pierre-Daniel Duterte est devenu notaire en 1804 lorsque son père lui a transféré son étude. C'était resté à une étude et la maison d'habitation du notaire jusqu'en 1911. Et en 1911, maître Rétif a fait construire cette partie plus récente qui est devenue le local d'une étude de notaire et ensuite d'une étude d'avocat. Pierre-Daniel Duterte a été avocat au Parlement de Paris entre 1777 et 1787, date de son retour à Boulogne, où il va être brièvement avocat jusqu'à la Révolution, et ensuite il va faire une carrière essentiellement politique jusqu'au Premier Empire. Il va être procureur syndic de la commune, ce qui correspond un peu à sous-préfet. Plus tard, sous le Directoire, il va être administrateur du district qui correspondait à la sous-préfecture, mais qui à l'époque regroupait les arrondissements de Boulogne, Calais, Montreuil. Et enfin, à partir de 1800, il va être premier adjoint au maire jusqu'en 1823. Il va participer à l'organisation du camp de Boulogne et il y a pas mal d'histoires familiales qui ont été reprises dans l'ouvrage Histoire de Boulogne sous la direction d'Alain Lotin, qui raconte cette période, les délibérations du conseil municipal auxquelles il a participé. Alors moins glorieusement, il est connu comme ayant été à l'origine de la destruction de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Par contre, les Duterte ont aidé un certain nombre de personnes qui étaient suspectes pendant la terreur, et il est historique, ce n'est pas une anecdote familiale, que lorsque le maire de Boulogne et le premier adjoint ont reçu la lettre de Marat en septembre 92 en disant de poursuivre les suspects, il a mis au panier cette lettre. Et il n'y a pas eu d'arrestation massive à Boulogne-sur-Mer. Il a protégé également un cousin éloigné qui était curé réfractaire dans la région de Dèvres et qui a eu une carrière également très mouvementée. Il a été notaire en 1804 en succédant à son père Pierre Duterte, qui a été le dernier notaire royal et apostolique du Boulonnais. Apostolique, ça veut dire notaire de l'évêché, et qui était également le dernier administrateur temporel du prieuré du Hoy, où les Duterte étaient installés depuis le début du XVIIe siècle, administrateur du prieuré de père en fils en quelque sorte, avec quelques interruptions, dont une au profit d'un notaire qui s'appelait Wallet, qui était originaire du Hoy, dont Pierre Duterte, père de Pierre Daniel, a épousé la fille pour devenir notaire, rue de la Providence, où là se trouve maintenant un garage. Et ce n'est qu'en 1795 qu'il a traversé le jardin pour venir s'installer ici. Une école presbytérale, créée par des jésuites au lendemain de la Révolution à Audingan, puis rapidement interdite, refait surface le 1er janvier 1813, au 2 bis rue Saint-Jean. Après la première abdication de Napoléon Ier, le 6 avril 1814, Louis XVIII revient en France. Dans les premiers jours de juin, l'empereur de Russie, le tsar Alexandre Ier, et le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, séjournèrent à Boulogne avant de se rendre à Londres pour rencontrer la reine d'Angleterre. Le duc de Clarence, frère du roi d'Angleterre, les y avait précédés. Dans la ville de Boulogne, occupée par les troupes anglaises et prussiennes, les deux souverains reçurent les mêmes honneurs que le roi de France. Le tsar Alexandre Ier descendit au palais impérial, tandis que le roi Frédéric Guillaume fut logé rue Saint-Jean, chez Pierre-Daniel Duterte, premier adjoint au maire de Boulogne. On peut voir ici la dépêche télégraphique datée du 5 juin 1814, annonçant au ministre de la Guerre, Pierre-Antoine Dupont de l'Étang, l'arrivée du roi de Prusse par le télégraphe Chappe. Le lendemain, le 6 juin, le tsar Alexandre Ier et le roi de Prusse Frédéric Guillaume III s'embarquèrent au son des canons de la côte et de l'escadre anglaise qui les attendait en rade de Boulogne. Un roi y a couché une nuit. C'est le roi Frédéric Guillaume de Prusse, en 1814. Il est passé par Boulogne avec le tsar. Le tsar a été logé à ce qu'on appelle maintenant le palais impérial, face de la mairie. Et le roi Frédéric Guillaume a été logé par le premier adjoint dans sa maison une nuit. Pierre-Daniel Duterte, qui était très bonapartiste, comme tous les gens de l'administration à l'époque, il avait été sous-préfet de Boulogne pendant les 100 jours, ce qui prouve que son bonapartisme a été amené à recevoir le roi Frédéric Guillaume. Et ça lui a permis, il était déjà pressenti pour avoir la Légion d'honneur en 1814 par Napoléon. C'est Louis XVIII qui lui a donné la Légion d'honneur parce qu'il avait reçu probablement le roi Frédéric Guillaume. Pierre-Daniel Duterte, en 1818, c'est-à-dire 3 ans après,
a reçu l'ordre du Lys, qui correspond un peu à l'ordre du Mérite actuel, qui était donné aux ralliés, en quelque sorte, aux bonapartistes et aux républicains ralliés, pour l'essentiel. Et un autre de ses fils, elle lui a succédé dans ses fonctions de premier adjoint en 1830 jusqu'à 1848 et a été l'un des participants, mais actifs, à l'arrestation de Napoléon III lors du coup de Boulogne, lorsqu'il était capitaine de la garde nationale. Donc avec Samson et le sous-préfet, et c'est raconté dans le bouquin de Frère sur les grands procès politiques, il s'est emparé de l'aigle impérial que brandissait un adjoint du futur Napoléon III, et il a été récompensé par Louis-Philippe quand il est venu à Boulogne-sur-Mer pour remercier les Boulonnais qui avaient fait échec au coup d'État. Il a été remercié par la Légion d'honneur et quelques années aussi par l'ordre du Lys. Ça, c'était le fils de Pierre Daniel. En 1823, Pierre Daniel du Tertre démissionne de ses fonctions de premier adjoint et de ses fonctions de notaire au profit de son second fils, François-Nicolas Achille du Tertre, qui reprit l'étude notariale du 4 de la rue Saint-Jean. Par la suite, plusieurs notaires se succédèrent. Au numéro 6, l'ancien numéro 2 terre, se trouvait au XIXe siècle un musicien, et M. Baudros, receveur des domaines et des actes judiciaires. Au même numéro a longtemps habité Paul de Beaumont. Poursuivons par les numéros 8 et 10. Puis les numéros 12 et 14. En 1846, au numéro 14 se trouvait une école gratuite de musique religieuse et classique, tenue par deux frères, Charles et Jules Vervoite. Au numéro 16, on trouve une maison de 2 étages. La maison au numéro 18 est une maison typique du XVIIIe siècle à Boulogne, avec un étage, des pierres de Banctin et tours de fenêtres en calcaire oolithique de marquise. Passons rapidement devant les maisons 20 et 22. Nous traversons alors l'extrémité de la rue de la Providence. Au numéro 24 actuel, on trouve la maison des avocats de Boulogne-sur-Mer. Depuis le XVIIe siècle, dans l'ancienne étude de maître Jules Ponticourt, se sont succédés des notaires. Cette grande maison a été habitée au XIXe siècle par Bernard-Augustin Gros-Lateux, petit-fils de Bernard Gros, avocat durant la Révolution. Bernard-Augustin Gros était avocat à Boulogne lorsqu'il fut élu député le 13 mai 1849, représentant du Pas-de-Calais à l'Assemblée législative. En 1846, habitait dans cette maison le conservateur des hypothèques, M. Dongicourt. Nous passons ensuite devant le numéro 26. La maison comporte un décalage par rapport à la maison suivante. Le numéro 28 fut la demeure du docteur Gros. Il s'agit d'une très belle maison du XVIIIe siècle, typique, construite avec pierre de Banctin et calcaire de marquise pour les tours de fenêtres. Durant la Seconde Guerre mondiale, les marins de la Kriegsmarine aménagèrent un casino dans la demeure de maître Delcourt, avocat. Le numéro 28 de la rue Saint-Jean abrite maintenant le consulat de Grande-Bretagne. On remarque aux 2 fenêtres du toit les crochets sur lesquels les poulies à simple ou double gorge permettaient de monter ou descendre les charges lourdes ou encombrantes. Passons enfin au numéro 30, la dernière maison de la rue Saint-Jean. On arrive ensuite à la rue de Précy et à l'enclos de l'évêché. Mais ceci est une autre histoire.